Bonsoir, ou bonjour selon que vous êtes dans un coin du monde. Hem, bienvenue dans ce space. Je pense que vous m'entendez. Vous m'entendez, Prosper? Prosper? Je t'entends bien. Merci. Hem, on peut juste faire 2 minutes, le temps qu'on attend les autres de nous rejoindre et puis, nous allons faire un petit space autour de, la rencontre du président Tshisekedi et président Kagame à Luanda, ce dimanche. Voir ce qu'on peut attendre de ces rendez-vous tant attendu par, la plupart d'observateurs. C'est juste dans 1 ou 2 minutes, on va commencer. Merci. Voilà, je crois, on peut juste commencer, je vous garantis qu'on ne doit pas probablement traîner à moins que, il y ait quelque chose de spécial, mais à mon avis, ça doit pas aller au-delà de 2 heures. En fait, comme vous le savez, depuis la résurgence du M23, soit ça doit se situer au mois de novembre 2021, et toute la suite qui s'est suivie, la détérioration des relations entre, Kinshasa et Kigali, hem, des discours qui semblaient être très belliqueux. À un certain moment, on nous disait que, on va larguer des bombes dans l'une des capitales et des discours qui provenaient de chefs d'État. C'était extrêmement, horrifiant, pour ceux qui suivent la situation dans la région de Grand Lac. Alors, finalement, par l'implication de l'Angola, d'une manière précise ou particulière par le président Joao Lourenço, heu, on va vers une phase, hem, qui suscite l'optimisme pour la plupart d'observateurs, hem, du fait que,
Ce dimanche, le 15 décembre, le président Kagame et le président Tshisekedi vont se rencontrer à Luanda. En fait, c'est le débat de ce soir. Pour 1h30, 2h, on va juste voir si la rencontre de ces deux présidents autour du président Lorenzo peut signifier cette fois-là la stabilité dans la région de Grand Lac. Mais avant juste d'aller tout droit dans ce sujet, je voulais rappeler que dans l'espèce de la fois passée, on parlait de M. Bitakwira comme une illustration de ces politiciens locaux, politiciens nationaux, qui, pour des raisons diverses, peuvent faire abstraction de quelque chose d'étrange qui se passe dans leur territoire. Et on cherchait à comprendre s'il y a au moins des liens entre le silence de M. Bitakwira comme une illustration, je disais, par rapport à des atrocités qui ont été commises par les groupes burundais de Tabara. En fait, d'une manière particulière, et l'intérêt personnel était que il semble que les médias à Kinshasa, en fait, nous sommes partis du fait que Bitakwira avait été reçu par la radio Top Congo, qui est une radio très suivie en RDC, plus précisément à Kinshasa. Et du coup, Bitakwira peut tout lancer. Il a toujours tout dit, tout ce qu'il pense comme une vérité à lui-même. Il a l'accès à plusieurs médias de Kinshasa. Alors, ça m'a surpris encore une fois hier quand j'ai vu un journaliste bien connu, Steve Wemby. Il nous a partagé une vidéo d'une personne que je cherche encore à identifier si c'est qui, mais qui disait appartenir à la CNPC. C'est la Coalition nationale pour la souveraineté du peuple congolais, qui est dirigée par Amuri Akutumba. Alors, il disait qu'ils ont attaqué une position, je crois, il disait une position des rebelles burundais de Tabara, en coalition avec Twirwaneho, en coalition avec Bishambuke et FNL. Alors, je trouve un peu étrange que des journalistes bien connus, à qui on pouvait peut-être croire qu'ils sont peut-être informés, il va simplement vous partager une vidéo telle qu'elle est, sans toutefois vérifier son contenu. En fait, il partage une information qui me semble être fausse. Dire qu'à Taboundé, pour ceux qui connaissent la région de Tomboué, dire qu'à Taboundé, il y a une position de Redi Tabara. Et autour de Redi Tabara, il y a Twirwaneho, il y a FNL, il y a Bishambouke. Je pensais qu'il est important, encore une fois, de rappeler cette notion comme quoi nos médias qui sont basés à Kinshasa doivent peut-être faire de leur mieux pour comprendre ces contextes. Juste en passant, il y a des aspects importants qui ont été partagés pendant ces espèces que je crois peut-être qu'il faudra organiser un débat autour de cela. De un, c'est voir les liens qui existent entre les groupes burundais qui ont opéré dans la plaine de la Ruzizi autour de 2013-2014. Et les liens entre ces groupes et une cache d'armes qui a été retrouvée, ça doit être en 2016. Et voir si ce même groupe est celui qu'on retrouve à Kabembe en début 2016. En fait, je disais dans l'espèce, c'est quelque chose que quelqu'un peut retrouver dans les médias. Bitakwira faisait partie d'une délégation qui était dirigée par l'honorable Élisée Mounembe. C'était en janvier 2016, la délégation avait pour mission d'aller vérifier la traversée des groupes de combattants qui traversaient avec des armes
en territoire d'Uvira. En fait, c'était précisément les combattants burundais qui traversaient la frontière, dont la plupart étaient passés par le Rwanda. Alors, ça, c'est le premier aspect, je crois. Il est important peut-être d'en discuter longuement pour voir si peut-être quelqu'un peut avoir une information très précise qui peut nous éclairer. Mais à mon avis, j'avais pensé que les groupes qui a opéré, le groupe de combattants burundais qui a opéré autour des années 2013-2014. Ce groupe a été piégé autour de la fin 2014 quand il traversait la Ruzizi vers le Burundi. Ça, c'est de un. De deux, je n'ai pas encore compris que quelqu'un me dise que ces combattants ont traversé parce qu'il y a eu un groupe ethnique ou un individu qui a fait passer ces combattants. En fait, imaginez que de la Ruzizi, même si on pouvait utiliser des cartes d'identité, il y a celui qui me disait que les gens utilisaient des cartes d'identité, mais quand même, pouvez-vous imaginer que les gens utilisent des cartes d'identité, ils traversent un millier autour d'être à 2000, 3000, parce que simplement, ils utilisaient des cartes d'identité de personnes qui pouvaient dire qu'ils sont des Banyamulenge. Alors, je crois, c'est peut-être une partie, c'est une forme de diversion pour simplement simplifier toute cette complexité en disant que c'est un groupe ou un individu qui a fait traverser ces combattants. De deux, de trois, j'allais dire. Euh, En fait, c'est pas simplement que Redi Tabara, on disait Redi Tabara ne s'est pas allié au Banyamulenge, aux groupes armés ou aux combattants Banyamulenge parce qu'il est retrouvé avec des formes de divergence. En fait, il y a toujours des divergences, que ce soit chez les groupes affiliés au Banyamulenge, mais aussi aux groupes affiliés au Banyindu, Bafriru, Babembe et consorts. Ce qui intrigue beaucoup plus, c'est que euh, en début, ça doit être mi-2016, ils avaient déjà été Rurambo. Ça veut dire, c'est peut-être pas parce qu'ils n'ont pas eu euh, mais tout de même, au lycée, je crois c'est vérifiable que dans la partie Biboko-Boko, où ils se sont installés en premier lieu, il n'y a pas, jusqu'à présent, même jusqu'à présent, il n'y a pas eu de groupes qui se sont formés avec des armes. La population de Biboko-Boko, jusqu'à présent, je pense que personne ne pourra me contredire, ils n'ont encore pas organisé même ces groupes d'autodéfense. Voilà. Je pense qu'il est important de revenir sur ce peut-être dans les débats. Peut-être c'est une question d'éclairer. Je sais, ça, des fois, ça ramène des tensions, ça touche à des aspects individuels, on se chamaille, mais je crois qu'il est encore important qu'on en discute. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est depuis juillet, si je ne me trompe pas, 2022, qu'une résolution a été adoptée par le chef d'État de la région, comme quoi il doit y avoir un processus dit Luanda où la République démocratique du Congo et le Rwanda vont discuter de leurs problèmes et le processus de Nairobi qui au même moment devait discuter des problèmes internes à la RDC. Alors, dans la suite, c'est peut-être le Rwanda qui va marcher par rapport à Nairobi. Et nous sommes à la phase où les deux chefs d'État, le président Tshisekedi et le président Kagame, vont se rencontrer à Luanda. À mon avis, et selon l'avis de plusieurs observateurs, je crois ne pas me tromper, c'est une phase qui va peut-être finaliser les accords entre ces deux pays. Et les accords entre ces deux pays sont largement basés sur des aspects importants. Le premier est le démantèlement des groupes FDLR, les forces de libération, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Donc, il est fort probable que des opérations vont être organisées soit par l'armée congolaise pour démanteler et neutraliser les forces, les FDLR. Et au même moment, le Rwanda va retirer ses forces en République démocratique du Congo, quelque chose qui est formulé dans ces accords comme une levée des mesures défensives.
Je crois que c'est optimiste. C'est vraiment un pas. Il faut les saluer, à mon avis, mais il faut beaucoup plus saluer l'effort de l'Angola dans ce sens, qui a fait tout ce qu'un pays africain peut faire pour approcher les divergences et les attitudes belliqueuses des officiels de ces deux États, mais aussi le fait que les deux armées se sont battues sur le territoire congolais. Je suis de ceux-là qui admettent que le M23 est soutenu par le Rwanda. J'espère que quelqu'un ne me jette pas une pierre, mais c'est ça à mon avis. En fait, ce qui importe, selon moi, c'est de comprendre pourquoi et comment est-ce que l'armée rwandaise a pu, alors qu'elle était en bonne collaboration avec les FARDC jusqu'en mi-2021, les relations entre les deux pays étaient vraiment bonnes. Qu'est-ce qui a changé pour que le Rwanda décide de soutenir le M23 ou de raviver le M23? Alors, c'est optimiste, c'est à encourager, mais je trouve quelques questions qui ne sont pas encore réglées, et c'est ça le débat de ce soir. C'est dans 2 ou 3 minutes, je vais peut-être finir. 1, heu, en fait, mon interprétation est que, en fait, heu, alors que les relations, comme je le disais, entre Kigali et Kinshasa étaient tellement bonnes, on pouvait l'imaginer. C'est peut-être, les bonnes des relations diplomatiques ou bilatérales qu'on a connues, dans l'histoire récente de ces 2 pays, peut-être depuis les années 90. On a connu, des déplacements de chefs d'État de ces 2 pays, au point que même à Kinshasa, on avait accueilli le président Kagame. Une chose qu'on ne pouvait pas, penser dans ces dernières années, durant ces dernières années, j'allais dire. Alors, subitement, quelque chose change, et qu'est-ce qui a changé? Et c'est le premier point de mon questionnement. En fait, c'était le rapprochement entre Kinshasa et Kampala qui, dans un premier temps, avait énervé Kigali, au point que Kigali a décidé de, mmh, de manœuvrer politiquement ou diplomatiquement, jusqu'au point de soutenir les M23. Alors, euh, je suis personnellement, en fait, j'ai suivi, il y a d'autres observateurs, mais aussi de personnes bien habilitées qui vous disent qu'ils sont vraiment experts. Je n'ai pas encore vu, personnellement, quand est-ce que les relations entre le Rwanda euh, et l'Ouganda, précisément, je vais dire, entre les deux chefs d'État, se sont euh, on puisse changer dans une direction qui fasse croire que tout va bien. En fait, je suis en train d'essayer de mesurer mes mots, euh, mais je crois il est fort possible que la plupart des gens qui ont suivi cette dernière crise en République démocratique du Congo essaient de les situer dans une période où Kigali se sentait un peu isolé, dans une région où il avait des problèmes, j'ai dit Kigali comme capitale, il avait des problèmes avec Burundi, problèmes avec l'Ouganda. En fait, c'était Kinshasa qui était un peu un espace où on pouvait aisément respirer. Alors, quand ça change subitement, euh, c'est de là que je suis dit, je crois, il y a d'autres qui les citent, les soutiens M23. Alors, aussi longtemps que, aussi du moins, par hypothèse, si les relations entre Kigali et Kampala mm, ne sont pas en bonne direction, je me dis
qu'à Luanda, il y a un débat qui ne touche pas le fond ou le nœud du problème. Donc, on veut simplement faire croire que le problème est entre Kinshasa et Kigali, alors que, il y a aussi un problème. Et par ce même problème, le rapprochement Kigali-Kampala, on a d'ailleurs récemment vu le président Tshisekedi faire un déplacement à Kampala, ce qui a probablement suscité assez de moins et plus de débats. Euh, alors, je pense que c'est une question à suspens à mon avis. Ça, c'est de un. De deux, je me dis que à Kampala, il y a toujours quelque chose qui manque. Parce que, en fait, la crise que connaît actuellement le Congo autour de la résurgence du M23, c'est pas inévitablement un problème entre le Congo et le Rwanda. Comme je le disais, il y a l'Ouganda. Supposons ou admettons que les problèmes entre le Rwanda et l'Ouganda ont été complètement résolus, mais il y a en fait un problème qui est évident, c'est entre le Rwanda et le Burundi. Alors je me dis, est-ce que si on résout les problèmes entre Kampala, qu'est-ce que j'allais dire? Si on résout les problèmes entre Kinshasa et Kigali, ou du moins, est-ce que la rencontre entre Tshisekedi et Kagame va inévitablement résoudre les problèmes entre Kigali et Gitega? J'en doute. Pour moi, je dis, il y a encore une question autour des relations entre Kigali et Gitega. Bujumbura, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la capitale actuelle de Bujumbura et Gitega, la capitale politique. Entre Bujumbura et Kigali, il y a encore un problème. Et d'ailleurs, leurs forces se battent sur le sol congolais. Je je ne crois pas que ça soit un secret, ou c'est peut-être un secret des polichinelles. Il y a des troupes burundaises qui opèrent au Nord Kivu. Au même moment, il y a des troupes rwandaises qui opèrent au Nord Kivu. Et ces deux pays s'accusent mutuellement. En fait, c'est le Burundi qui dit que le Rwanda entraîne des terroristes, entre guillemets, des rebelles burundais. Et au même moment, c'est Kigali qui dit que Burundi entraîne des génocidaires de FDLR. Alors, cette question n'est pas encore résolue. À mon avis, je crois, peut-être après la rencontre Tshisekedi-Kagame, il faudra une rencontre ou tout un débat, à mon avis, entre le président Ndayishimiye et le président Kagame. Ce n'est pas un secret que la Tanzanie, au sein de la SADC, est, d'une manière ou d'une autre, en train de combattre les M23 et indirectement en train de combattre le Rwanda. En fait, c'est déjà un problème là entre ces deux pays. Ce n'est pas vraiment un sérieux problème, mais tout de même dans la région des Grands Lacs, s'il faut l'appeler ainsi, c'est déjà pas quelque chose de moins important ou du moins quelque chose qu'on peut simplement dire qu'il n'y a rien du tout. Alors, il y a quoi à faire? En fait, c'est une question de problèmes internes à la République démocratique du Congo. Je soulignais tantôt que, en fait, le processus de Nairobi, me semble-t-il, il est mort. En fait, on n'y voit plus rien. On ne sait pas si le processus de Nairobi va être ressuscité peut-être après le dimanche. J'espère. Si après le dimanche, le processus de Nairobi ressuscite, ça sera quelque chose de positif. Mais si, du moins, les problèmes entre la crise actuelle, si on pense la résoudre à travers la rencontre entre le président du Rwanda et le président de la RDC, je trouve qu'il y a
quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis, parce que le Rwanda ait agressé le Congo, pour ceux qui le veulent ainsi, que le Rwanda ait soutenu le M23, à mon avis, je crois, c'est mon point de vue personnel. Il y a ceux-là qui disent que le Rwanda n'y fait rien, fait ni de rien. Le Rwanda n'est pas concerné par cette affaire. Par cette affaire, j'allais dire. Alors, imaginez que dans les discours de Kigali autour de pourquoi il peut ou ne pas intervenir en RDC, de pourquoi il peut ou ne pas soutenir les M23, il y avait une question de la discrimination des Tutsis congolais, y compris les Banyamulenge. Alors, comment est-ce que toutes ces questions seront résolues? Si simplement on dit, voilà, donc on va démanteler les FDLR et le Rwanda va lever ses mesures de défense, où allons-nous situer cette question qui a été longtemps relatée dans le média par des officiels d'un État? euh, Est-ce que cette question va simplement disparaître? En fait, des problèmes internes à la RDC, je finis, je crois que c'est dans une minute. En fait, le problème interne à la RDC, ce n'est pas simplement les questions des Tutsis congolais ou des Banyamulenge. En fait, il y a d'autres multiples questions à l'interne qui devaient être résolues, bien sûr, à l'interne. Mais pourquoi je soulève la question du procès de Nairobi? C'est parce que les États de la région, les chefs d'État de la région avaient cru qu'il est important qu'on engage un débat autour des problèmes internes et un processus spécifique pour engager ces discussions. Je crois et je ne comprends pas pourquoi et comment est-ce qu'on peut simplement d'un coup dire que ces questions n'existaient pas. Est-ce que peut-on imaginer que des milliers de jeunes combattants d'Iwazalendo qui ont reçu des armes, ils vont simplement déposer les armes le lendemain quand Kigali va lever ses mesures de défense ou va retirer ses troupes? Je dis non. Je crois non. Pour ne pas dire non. Je crois non. En fait, l'ensemble de ces jeunes qui sont combattants de Maï Maï et consorts, ils ont pris des armes, pas inévitablement parce que le Rwanda est voisin du Congo, pas inévitablement parce que le Rwanda a souvent soutenu des rébellions au Congo. Ce n'est même pas parce qu'il y a simplement les M23. En fait, il y a des questions qui fassent que ces combattants, ces Maï Maï, des groupes, de multiples groupes Maï Maï prennent des armes. L'une des raisons est qu'ils croient défendre le Congo ou ils défendent le Congo, mais au même moment, quand ils défendent le Congo, ils disent que nous ne voulons pas voir ces étrangers. Il y a une catégorie de communautés à l'intérieur du Congo qui sont considérées comme des étrangers dans la conception de ces combattants. Alors, toutes ces questions doivent trouver, il faut des réponses à toutes ces questions. Alors, je me demande, où sommes-nous en train d'aller? C'est en bonne direction? Est-ce que des questions régionales vont être résolues juste parce que des présidents se sont rencontrés? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour que la région des Grands Lacs soit stable ou du moins que des États collaborent pour un intérêt commun? Voilà, je crois avoir été bref cette fois-là. C'est ce débat que je suis en train d'engager ce soir pour 1h30, 1h30 minutes ou pendant 1 heure, on aura déjà fini. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a peut-être une question ou une intervention, un petit mot, Prosper. Avez-vous un petit mot? Oui, merci Delphé. Moi, j'ai une question d'abord à te poser. Est-ce que tu penses pourquoi les problèmes entre les Rwanda
et le Burundi sont négligés par l'Union africaine, alors qu'ils focalisent sur les problèmes entre le Rwanda et le Congo. Est-ce que tu peux penser à, nous dire un peu si vraiment les problèmes entre le Burundi et le Rwanda n'est pas intéressant vis-à-vis l'Union africaine comme organisateur de médiation entre les deux pays actuellement en conflit ouvert? Ah, une très bonne question. En fait, sincèrement, je me dis, en fait, c'est une des questions problématiques que je posais dans ce débat. Mais ma conception personnelle, parce que c'est une question qui est posée, mais j'espère qu'on aura des gens qui pourront peut-être avoir une idée pour nous parler de ce qu'ils pensent autour de cette question entre le Burundi et le Rwanda. Alors, en fait, enfin, je crois que c'est en début de juste après les élections au Burundi, ça doit être en 2020. Donc c'est l'avenue du président Ndayishimiye. On avait cru que des relations entre Kigali et Gitega vont aller dans une bonne direction. Ils avaient engagé des discussions qui ne nécessitaient même pas un médiateur entre les deux pays. On avait cru que peut-être ça pourra avancer. Euh, Au même moment, en fait, le Burundi a engagé des discussions avec, avec Kigali. Et au même moment, Kigali était en bonne relation avec Kinshasa. Alors, ce qui a subitement changé, c'est les relations entre Kinshasa et Kigali. En fait, que ce soit Kigali, que ce soit Gitega, ils essayaient d'intéresser Kinshasa pour que Kinshasa peut-être ait un intérêt autour de leurs questions, ou du moins que Kinshasa comprenne leurs doléances, du moins leurs problèmes. Alors, on va peut-être réaliser que c'est au même moment que Gitega, ou du moins le président Ndayishimiye, était en train d'opérer d'une manière clandestine, ou du moins d'une manière confidentielle au Sud Kivu, et en train de pourchasser les rebelles qui sont dits soutenus par le Rwanda, je dis les Red Tabara. Au même moment, Ndayishimiye en train de, je dis le Burundi en train de négocier les groupes armés locaux au Sud Kivu. Il était au même moment en train de négocier Kinshasa jusqu'au point que Bujumbura ou Gitega avait obtenu un accord bilatéral entre les deux pays. Et ça va aller si vite au moment où les relations entre Kinshasa et Kigali s'est détérioré, ou du moins avait totalement changé. Alors, je me dis, en fait, peut-être l'Union africaine a un autre aspect qui est très important. En fait, c'est pendant ce moment que le président Ndayishimiye jouait le rôle du président, comment on appelle, du président en exercice des, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. En fait, on a vu pendant toute une année, ça doit être en 2022, en fait, Ndayishimiye jouait en quelque sorte un rôle de médiateur, parce qu'il était dans une position comme le président en exercice de l'EAC,
Je pense qu'il était difficile qu'au même moment, un président qui est en train de rapprocher les avis des uns des autres entre Kinshasa et Kigali, se situer au même moment un président qui est en train d'accuser le Rwanda. Et je crois que ça doit être de là que l'Union africaine avait plutôt misé, aussi du moins pas simplement l'Union africaine, mais ça doit être aussi la communauté internationale, avait dit que peut-être c'est un problème qui pourra être résolu avec le temps. Et malheureusement, ou du moins parce qu'on n'y a pas attiré l'attention, nous sommes allés jusqu'au point que, enfin, le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. Alors, euh, mon point de vue personnel est que le problème entre le Burundi et le Rwanda, le problème actuel, et au point où nous sommes actuellement, il est à mon avis difficile de le résoudre entre les deux pays sans qu'on passe par une tierce partie ou un médiateur, s'il faut le dire. Euh, je pense qu'avec le temps, l'Union africaine aurait peut-être réalisé que le problème entre le Rwanda et le Burundi, ce n'est pas un problème à minimiser, mais il était peut-être difficile et compliqué d'engager un débat entre Kigali et Gitega dans la même suite ou sur la même table où on discutait la question de la RDC et du Rwanda. Un aspect peut-être qui est aussi important est que c'est peut-être la situation en RDC est plus alarmante que celle du Burundi. En fait, les Burundais accusent les Rwandais de soutenir les rebelles burundais qui veulent attaquer le régime actuel au Burundi, mais il n'y a pas encore eu une confrontation ouverte, comme c'est le cas en RDC, où il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui ont été forcées de fuir leur village et leur localité, et des morts en centaines à la cause de cette crise et de cette guerre. Je crois que c'est peut-être c'est plusieurs aspects qui ont fait que l'Union africaine pense beaucoup plus à attirer son attention sur la crise en République démocratique du Congo et par ricochet le problème entre le Rwanda et la RDC. C'est un point de vue personnel, je crois. Prosper? Oui, oui, je t'entends bien. Merci pour la réponse. Je ne sais pas si on peut prendre Dike après c'est Maïcha. Ou bien c'est Maïcha qui a commencé. C'est peut-être Maïcha et puis Dike. Ok, Maïcha, c'est à toi la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je dis bonsoir encore à mon frère, à mon grand frère Delphin, mais aussi à vous, Baseka. Bonsoir, Maïcha. Bonsoir, Maïcha. Ok, je salue aussi Dick. Le sujet est très intéressant, franchement, hein. Mais aujourd'hui, j'ai attendu tout ce que mon grand frère Delphin a dit. Mais la responsabilité, l'instabilité à l'est du Congo, en tout cas, la première responsabilité, c'est l'État congolais. Quand on analyse toute la dynamique euh, de toutes les crises, hein, que ce soit au Sud Kivu ou au Nord Kivu, à Ituri et même ailleurs, on sent absolument que l'État congolais n'existait pas. Et là où l'État congolais semble exister, il instrumentalise les violences. C'est ça le grand problème. Par exemple, sur la question du Sud Kivu, hein, c'est depuis 2017 que les attaques horribles ont commencé contre les Banyamulenge. L'entrée de Red Tabara au Sud Kivu, c'était à l'époque de Kabila.
Ce n'était pas même à l'époque de Tshisekedi, c'était à l'époque de Kabila. Les mêmes groupes Red Tabara, que certains accusent d'être alliés au Rwanda, c'est le même groupe Red Tabara qui a coopéré avec les Maïmaï, qui, à la fois, ont été soutenus par les FARDC, l'armée du gouvernement congolais, alors que le même gouvernement, à l'époque de Kabila, était dans une relation diplomatique très froide avec Kigali. Vous comprenez maintenant la complexité de cette crise. Et ces problèmes des groupes armés dans les sites Kivu sont multiformes. Et quand on voit ce que l'État congolais voulait jouer, je rappelle d'ailleurs en 2017 que les mêmes violences qui commencent en 2017 contre le Banyamulenge au site Kivu, c'est la même année que les violences commencent à Ituri, c'est la même année que les violences tentent de commencer au niveau du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Rutshuru. On pourrait se demander comment est-ce qu'à la même année, les violences commencent dans 3 provinces, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, et je crois bien dans la province du Tanganyika où on a senti les violences entre les Tois et les Bantous et les Pygmées, comme il disait ça, et d'autre part avec les Bakatakatanga. Donc, ce sont des violences aussi qui étaient animées par les tensions de ne pas organiser les élections. On sait aussi toute la dynamique qui était dans les hauts et moyens plateaux du site Kivu, dans les contextes aussi que toutes ces violences avaient commencé, où on a senti une sorte de tentative de réorganisation des groupes armés pour déstabiliser le Rwanda, notamment les P5. Et comment est-ce que le P5 voudrait se constituer dans les hauts et moyens plateaux du site Kivu? C'est aussi la question à se poser pour étudier les responsabilités de chacun dans la déstabilisation des hauts et moyens plateaux du site Kivu. Comment est-ce que les P5 voudraient s'installer dans les sites Kivu, dans les hauts et moyens plateaux du site Kivu, qui ont accueilli les P5 dans les hauts et moyens plateaux du site Kivu? Pourquoi les Red Tabara ont fait des alliances avec les Maïmaï? Et pourquoi les Maïmaï ont à la fois eu le soutien des FARDC, Delphes, je crois, vous connaissez tous. Alors, tous ces enjeux expliquent le rôle de l'État congolais en premier, qui a tendance à faire son territoire un territoire de réorganisation ou de mobilisation des groupes armés pour déstabiliser les régimes politiques de ces pays voisins. Et c'est ça le grand problème. À la fois des groupes armés étrangers font des soutiens avec les milices locales pour chercher à consolider leur base ou pour chercher à se planter. Les mêmes groupes armés locaux qui font des alliances avec des groupes armés étrangers bénéficient souvent des soutiens de la part de certains officiers de l'armée congolaise dans les trafics d'armes, exploitation des minéraux, des charbons et autres. Ce dynamisme a absolument sa cause dans la défaillance de l'État congolais à assurer pleinement son rôle en tant qu'un État qui a aussi le rôle ou la responsabilité de garantir ses États voisins d'une stabilité ou d'une sécurité extérieure et intérieure. Alors, sur maintenant la rencontre entre Tshisekedi et Kagame en Rwanda, si il y a quand même l'espoir de la paix, je dirais d'abord, vous avez parlé du Burundi. Oui, hein, moi-même, je suis très, très réservé. Aujourd'hui, on voit que le Burundi joue aussi un rôle très crucial dans la violence au Kivu. Le président Ndayishimiye, qui a été le président de East African Community, lorsqu'il y avait le processus de East African Community pour tenter de résoudre la crise du gouvernement congolais avec les M23 pacifiquement, le président burundais n'a pas joué vraiment son rôle en tant que médiateur.
j'ai suivi toutes ces interventions à Kinshasa où, sur l'ensemble des groupes armés, il a voulu situer les M23 comme un seul groupe de récalcitrants. D'ailleurs, je répète ces mots, mais il a oublié le rôle des FDLR et des milices swazilandaises dans cette crise et on a senti que il a voulu se rapprocher à la rhétorique de Kinshasa, qui est d'être vraiment un médiateur dans la gestion de cette crise. Les opinions farfelues ou les motifs de dire que si le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda, c'est parce que le Rwanda héberge de certains responsables des Tabara, ça semble absolument un argument de justification, mais qui n'a pas vraiment de fondement. Pourquoi j'ai dit j'ai vu quand même certains responsables des Tabara qui étaient livrés au Burundi, et d'un coup, le Burundi a ouvert ses frontières, mais il n'y avait pas aucune attaque qui était intervenue au Burundi et qui provenait des frontières du Burundi avec le Rwanda. Presque tout là où le Red Tabara se trouve, c'est dans les sites Kivu et c'est dans une zone congolaise. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour que le Red Tabara soit anéanti? C'est la question aussi principale. Mais on a senti que les justifications du Burundi de dire que le Rwanda héberge des Red Tabara, c'était uniquement une justification pour mettre en péril ses relations diplomatiques avec Kigali et renforcer par ricochet les relations entre Bujumbura et Kinshasa dans l'objectif de combattre les M23. Et c'est à ce moment qu'on a senti toutes les trahisons que l'armée burundaise a fait dans les Massissi vis-à-vis des zones que ces forces occupaient dans les accords de East African Community. Il n'y a aucune raison qui est aujourd'hui, on dirait, que le Burundi a eu une justification absolument bien motivée de dire que le Rwanda, du fait d'héberger certains responsables de Rita Tabara, et donc il a tendance à déstabiliser Bujumbura. Il n'y a aucun motif, sauf, et on a senti, et c'est très vrai, l'ancien président tanzanien Kikwete a joué un grand rôle dans les rapprochements du Burundi avec Kinshasa en cherchant à mettre le Rwanda à côté. Et Tshisekedi, lorsque j'en profite de dire, lorsqu'il a vu que le Rwanda est dans une relation diplomatique forte avec Kampala et à la fois avec le Burundi, il croyait qu'il va profiter de cette absence ou de cette crise diplomatique entre le Rwanda et l'Ouganda et entre le Rwanda et Bujumbura pour faire les Bujumbura et Kampala, ces deux alliés, pour isoler Kigali. C'est ça ce que Tshisekedi avait pensé. Et d'ailleurs, si on précise bien, les groupes armés, les M23 qui combattent au niveau du Nord Kivu, c'est la branche qui était à Kampala. C'est la branche qui était à Kampala. Ce n'est pas la branche qui avait fui au Rwanda. C'est la branche qui était à Kampala. S'il y a eu des enjeux économiques, comme certains chercheurs aiment le dire, comment est-ce que Kampala et Kinshasa, qui étaient en bonne relation, devraient permettre à ce qu'un groupe qui était sur son territoire puisse reprendre les armes? C'est aussi la question qu'on doit se poser. Donc, on peut chercher des motifs pour justifier tel ou tel, mais il faut aussi noter que Tshisekedi était en relation avec les M23 avant qu'il soit au pouvoir et pendant qu'il soit au pouvoir. Et il a fait beaucoup de rencontres avec les membres du M23 à Kampala et il a rapproché aussi Kigali pour l'aider à résoudre cette question. Donc, il y a des compromis que Tshisekedi avait signés avec les M23 et comme groupe armé congolais. Ça, nous devons quand même aussi le dire. Bien qu'on peut accuser les M23 d'être soutenus par tel ou tel, mais
il a signé des accords avec Kinshasa comme un groupe armé congolais. Et le président Museveni, c'est tout ce problème. Il sait ce que Tshisekedi aussi avait signé avec les M23. Et si Kigali, il y a les accords que les M23 avaient signés avec Kinshasa et Kigali avait rapproché Kinshasa à Kigali. Je crois que ce sont des accords de 2019. Alors, s'il y a eu des accords avec les M23 et on n'arrive pas à les respecter, mais on cherche à des motifs. Je crois que le problème du Rwanda avec Kinshasa, c'est le problème lié aux FDLR. Nous avons vu tous les discours des FDLR, les entendre, comment ils ont bombardé Kinigi et ailleurs. Comme tout État responsable, c'est de prévenir qu'ils soient attaqués. Ça, c'est une doctrine pour chaque État responsable de prévenir une violence contre son État. Si un État est au courant qu'un État prépare des violences contre son État, ça dépend de sa doctrine pour écarter des menaces. Moi, ce que je veux dire à l'état actuel, je ne crois pas qu'à Luanda, il y aura une solution. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impossibilités que les accords de Luanda puissent absolument restaurer la paix au Kivu. D'abord, oui, les gens analysent les accords de Luanda comme quoi c'est la neutralisation des FDLR. Mais non, il y a une feuille de route aussi que Kinshasa avait signée avec Kigali qui prévoit la restauration. La restauration, je répète, il a dit dans cette feuille de route, je crois, de 2023, vers fin, c'est dit ceci, que les deux États doivent s'engager à créer un environnement propice pour le retour des réfugiés, créer un environnement propice pour les retours de déplacés internes et des réfugiés installés dans l'un des pays de la région des Grands Lacs, notamment au Rwanda, dans leur village. Donc, il y a une sorte de... Tu peux finir? Oui, oui. Ouais. Donc, il y a des accords qui sont signés de façon ascendante et qui ne se limitent pas uniquement aux FDLR. Parce que même si on élimine les FDLR, il y a la question principale des réfugiés tutsis congolais que le gouvernement congolais ne veut pas aborder. Et aujourd'hui, comment est-ce que le gouvernement congolais va désarmer les FDLR qui sont mélangés avec les milices locales ou Wazalendo? Ils sont dans les mêmes positions. Ils ont déjà des armes. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le gouvernement congolais qui arme les FDLR. Les Burundi aussi jouent un grand rôle. Les Burundi jouent un grand rôle, on ne peut pas les nier. Il y a aujourd'hui des États qui arment les FDLR. Alors, si le gouvernement congolais se désengage à désarmer les FDLR, est-ce que le Burundi va se désengager? À l'état actuel, est-ce que Kinshasa va accepter de sacrifier le Burundi pour désarmer les FDLR? Quid maintenant de ce qui va se passer sur la question de Wazalendo et de ces FDLR qui sont armés sur fond d'une radicalisation contre les Rwandais et ou les Tutsis congolais. Ma- Donc, ma- il y a merci, beaucoup merci. d'impossibilités, si je cite, il y a beaucoup d'impossibilités et je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui va arriver à Luanda, encore dans ce contexte où on veut changer la constitution, où le régime de Kinshasa veut exploiter la rhétorique anti-Rwanda ou anti-Tutsi, rétablir les bonnes relations diplomatiques avec les Rwandais sera videux, une rhétorique que Kinshasa veut exploiter dans ses intentions de modifier la constitution. Et cela risque de bloquer même la neutralisation des FDLR et des Ouazalendo aujourd'hui, qui servent aussi de levier politique au niveau de l'Est du Congo dans toutes les ambitions que Kinshasa vise, sur le plan politique, notamment dans la modification et le changement de la constitution. Merci, merci Maïcha. Une petite question. Est-ce que tu penses que président Kagame, il se présentera, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il se présentera à Luanda comme victime ou bien comme belligérant?
Oui, c'est une grande question. Je crois que dans les conflits du Kivu, le Rwanda, c'est un acteur isolé. Le Rwanda, aujourd'hui aussi, est victime. Pourquoi moi je dis le Rwanda est victime? Quand vous avez plus de 100 000 réfugiés qui sont dans votre pays et qu'on refuse leur nationalité, on leur dit ce sont des Rwandais. Qu'est-ce que le Rwanda va faire avec ces plus de 100 000 réfugiés? Tu- Il va euh, les octroyer des terres? Où est-ce qu'il va les acteur isolé, c'est quoi? Juste expliquer un peu à l'audience. Moi, je dis un acteur isolé Ouais. parce que, évidemment, c'est un acteur isolé du fait de toutes ces opérations qu'il peut mener contre les FDLR pour garantir sa sécurité intérieure, sa sécurité extérieure. Si le Congo cesse d'armer les FDLR, il accepte les retours des réfugiés, tous Rwandais, tous Congolais, dans leur village au Kivu, je ne crois pas que le Rwanda aura peut-être les motifs de justifier sa présence au Congo. Ou si le gouvernement congolais accepte de collaborer avec le Rwanda pour neutraliser les FDLR et pacifier les Kivu, je ne crois pas que le Rwanda acceptera à l'état actuel de son évolution en matière de développement, où il a besoin d'avancer sur tous les plans, de continuer à dire nous voulons des problèmes avec les Congo. Donc, à Luanda, il n'y aura pas de victimes, il n'y aura pas aussi de belligérants. Mais il y aura des acteurs qui vont définir comment mettre fin aux causes profondes qui sont à la base de leurs conflits. Parce que à la fois le Congo est victime, mais on a aussi des victimes. Moi, je dirais que la RDC est à la fois victime et l'auteur. Parfois, le Congo, c'est comme un auteur qui s'est créé pour être aussi victime. Quand vous faites, moi, je vous pose une question, Baseka. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement congolais à mobiliser, réorganiser et armer toutes les milices locales mélangées aux FDLR qui sont contre les Tutsis et qui menacent de déstabiliser le Rwanda? Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement congolais à faire ça? C'est comme c'est comme quelqu'un qui fume la cigarette à une station d'essence. C'est ça ce que le Congo a fait. Vous fumez la cigarette à côté d'une station d'essence et vous dites vous ne voulez pas l'effet ou vous ne voulez pas l'explosion. Vous serez victime de l'explosion. Et donc, moi, je crois que si en Angola, il y a quelqu'un qui va tenter d'accuser l'autre comme belligérant, comme agresseur, comme ceci, cela, il y aura une possibilité de trouver un accord. Mais si Kinshasa et Kigali se mettent sur une table et dire voici les causes de nos problèmes, voici les causes profondes de nos problèmes. Et si nous arrivons à résoudre ces problèmes, ces causes profondes de ces problèmes, il n'y aura pas de problème. Je crois qu'il y aura la solution. Mais si on va à Luanda pour que et chacun cherche à accuser l'autre, je ne crois pas qu'il y aura la solution. Le problème est bien connu. Les Ok, problèmes, ok. les causes Merci, profondes de merci. cette instabilité à l'Est sont très connues par tout le monde. Et si chaque État assume sa responsabilité, je crois que la solution ne peut pas tarder même dans une minute. Merci pour ton argumentation. Est-ce que Delphine, il y a quelque chose à ajouter ou bien? Oui, j'ai un petit commentaire sur l'argument que présente Maïcha. Je crois diverger en quelque sorte sur certains aspects. Je suis de l'avis qu'à l'intérieur du Congo, il y a des problèmes internes qui doivent être résolus et c'est simplement l'État congolais qui est responsable de toutes ces questions. Mais je suis de ceux-là qui croient qu'un bon voisin ne devra pas t'attaquer juste parce que tu as de faiblesses. C'est un point de vue peut-être idéal euh, ou une pensée idéaliste, mais je crois que ça devait être de cette façon. Il y a de bonnes manières, il y a de bonnes initiatives
qu'un pays peut engager juste pour soutenir son voisin, aussi longtemps qu'il trouve les voisins dans des difficultés. En fait, j'ai toujours donné un exemple. Imaginez que vous êtes des voisins dans un village. En fait, moi, j'ai évolué dans un village. Et peut-être par mégarde, un voisin a oublié de fermer la porte de sa maison. Et comme le voisin a oublié de fermer la porte de sa maison, vous permettez, ou du moins vous vous introduisez dans la maison, vous saccagez tout ce que vous pouvez saccager, et puis venir dire dans le public que, en fait, mon voisin n'est pas sérieux, mon voisin est insensé, il a laissé la porte ouverte. En fait, ce ne serait pas vraiment la bonne manière de concevoir le bon voisinage, et surtout quand il Je s'agit de... peux te poser une question? J'allais finir ma échange, s'il te plaît. Merci. Alors, de deux, je ne pense pas qu'il s'agit d'une bonne approche de croire que si on attaque Kinigi, le Rwanda doit se sentir concerné et peut prendre les mesures, et au même moment, mmh, vous pensez qu'un tel acte, s'il se commet dans un territoire d'un voisin, que cela ne soit pas un problème? Imaginez, en fait, le Burundi accuse les Rwandais de soutenir le Red Tabara. En fait, je concède que ta position, que tu ne t'engages pas dans cette perspective, mais moi, je suis personnellement de ceux-là qui dit, euh, au moment où le Red Tabara euh, détruisait presque tout au Sud Kivu, Kigali les connaissait, mais aussi Kigali avait une main derrière celle du Tabara. Alors, et au même moment, le Tabara attaque le Burundi. Ça, on le sait. Ce n'est pas vraiment un secret. Alors, je pense, ce ne serait pas vraiment une bonne approche. Je déconseille cette conception comme quoi il faut simplement voir que Kinigi a été attaqué et oublier que il y a eu d'attaques au Burundi, il y a eu d'attaques à Gatumba, il y a eu d'attaques récemment, je crois, c'est dans quelle localité, je l'oublie, mais je peux le retrouver facilement. Et c'est de là qu'il est parti que le Burundi a décidé de fermer ses frontières avec le Rwanda. Alors, si le Rwanda soutient les rebelles burundais, et au même moment, le Rwanda, non, comment dire, au même moment, le Burundi soutient des rebelles qui pourront attaquer le Rwanda. Je ne pense pas qu'il est de la meilleure approche de seulement voir que le problème se trouve au Rwanda plutôt que et pas au Burundi. Alors, je reste perplexe. Je n'ai pas encore compris si, à Luanda, on a discuté la question des réfugiés. En fait, je me dis, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, Kigali, qui avait soulevé toutes ces questions, y compris la question des réfugiés, la discrimination, bien que, de mon avis, je suis de ceux-là qui croient que ça ne doit pas être les Rwandais qui doivent négocier et tout le temps dire qu'il y a des problèmes pour certaines communautés en RDC. Je suis de ceux-là qui croient que ces communautés doivent prendre les devants et pour leurs intérêts, pour l'intérêt du pays auquel ils appartiennent, de dire que nous sommes discriminés. S'il faudra inviter plusieurs pays de la région, ça doit être plusieurs pays de la région et pas simplement un pays continue de croire qu'il a ce droit de défendre des communautés de notre pays. Alors, je me dis, Maïcha, si, selon ce que toi tu penses, si la rencontre du président Tshisekedi et la rencontre du président Tshisekedi et Kagame ne résout pas le problème à Luanda, qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce qui doit être fait de plus? Donc, pouvons-nous attendre autre chose que ça?
En fait, c'est peut-être une question que tu pourras intervenir après, je ne sais pas. Alors, Prosper, si je vis un certain Massissi et puis la société civile, ils veulent intervenir. Oui, 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 c'est bien ça. Massissi, à toi la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. 5 c'est 5. Ok, je vous remercie pour l'organisation de cette espèce. Je vais directement m'attaquer à la question rencontre Tshisekedi et Kagame à Luanda, stabilité de la région des Grands Lacs. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. Je crois que cette rencontre est un peu précipitée parce que il y a eu quand même de bonnes initiatives lorsque les diplomates rwandais et congolais se sont rencontrés à plusieurs reprises en Angola. Il y a eu des initiatives, il y a eu des signatures. Et après, on a vu le gouvernement congolais, à un moment donné, il acceptait comment les procédures, que ce soit des démantèlements des FDLR et puis de l'autre côté au Rwanda, comment on dirait, de réduire les mesures défensives, tout était en bonne forme. Et je crois que la dernière fois que j'ai écouté le ministre rwandais des Affaires étrangères, il disait que les mesures défensives devaient rester parce que le gouvernement congolais est resté un peu hostile après les propos du ministre des Affaires étrangères qui avait mis, qui avait demandé, je ne sais pas, l'arrêt du président rwandais. Et donc, je crois que les problèmes sont encore là. Et il y a des relations qui sont encore non apaisées, ils se sont encore tendues. Et à mon avis, il y a des préavis d'abord pour que les deux présidents se rencontrent. Ils doivent d'abord se rencontrer dans un climat qui est un peu apaisé. Et aujourd'hui, le climat entre les deux pays ne sont pas apaisés. Et là, pour moi, je vois que au lieu que les rencontres soient un peu mènent à la paix entre les deux pays, pour moi, je vois que c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la tension. S'il y a la tension, les deux présidents peuvent se jeter des mots et ça peut aussi, au lieu de résoudre le problème peut beaucoup être compliqué. Et si vous avez aussi suivi les propos, les interviews que la ministre des Affaires étrangères est en train de donner partout dans le monde, que ce soit en Amérique, dans différentes points, dans différentes radios, télévisions, partout au monde, elle a un seul discours. Le Rwanda doit absolument faire partir ses troupes en RDC. Mais à Luanda, ce n'est pas ce qu'elle a signé. À Luanda, elle a signé que le Rwanda doit enlever les mesures préventives. C'est ce qui a été signé. Et c'est ça que l'on accuse la RDC. Il y a toujours des mots, il y a toujours
ce qui est négocié en interne et ce qui est allé dans le média international, à l'extérieur. Et donc, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Si le RDC reste ferme dans ses propos, il faut qu'elle soit aussi engagée, qu'elle soit responsable. Si tu dis que le Rwanda doit faire partir les 4000 militaires, ça c'est un. Mais qu'est-ce que tu as signé à Luanda? C'est le contraire. Alors, vous voyez combien, à mon avis, le problème reste un peu compliqué. Et je crois que cette rencontre, c'est question diplomate politique où il y a une pression quelconque, peut-être qui vient dans les grandes puissances, qui demandent que les présidents se rencontrent pour, je ne sais pas. Mais en réalité, je crains que, au lieu que les rencontres soient une solution, ça peut même aggraver le problème qui est déjà tendu. À mon avis, pour terminer, je crois que il faut que les deux parties s'engagent d'une façon sérieuse. Est-ce que j'ai signé ça et c'est ça que je sors dans le média? Est-ce que je m'engage à faire ça? J'ai écouté mon ami Delphin parler, par exemple, d'un exemple d'un voisin qui n'a pas fermé la porte et que tu viens pour saccager, pour entrer, pour faire sortir ses biens. Ça, c'est votre opinion et je la respecte. Mais je vais aussi sortir une autre opinion. Vous connaissez déjà comment le Rwanda fonctionne. C'est tout à fait différent de comment la stratégie de développement de la RDC, c'est tout à fait différent. Vous connaissez déjà que le Rwanda ne vit que du tourisme. Aujourd'hui, je suis en train de regarder un événement spécial pour l'Organisation mondiale des véhicules qui se tient au Rwanda aujourd'hui. Donc, le Rwanda ne vit que du tourisme. Envoyer seulement un seul bombe à Kinigi ou à Musanze, le Rwanda perd des milliards de dollars. Vous connaissez déjà l'argent que le Rwanda a investi. Et vous connaissez déjà l'histoire des génocides, de haine, tout ça. Et donc, il faut comprendre que la réalité, ce n'est pas d'aller chercher l'ennemi dans l'autre pays, je ne sais pas, mais aussi voir de quelle sorte vous pouvez empêcher que l'ennemi puisse entrer dans votre territoire pour empêcher tout ce que vous avez planifié pendant 5 à 10 ans, même 30 ans. Et donc, nous devons réfléchir dans cette manière. Et donc, la RDC ne devait pas aller rester à Kinshasa, danser, boire et croire que à l'Est, nous, c'est dans notre pays, s'il y a 120 ou bien 250 groupes armés, ce n'est pas un problème, c'est dans notre pays. Mais vous avez des voisins et vous connaissez que ces groupes armés sont hostiles pour les voisins. Et les voisins prennent les choses au sérieux. Et c'est important de réfléchir dans cette manière. Mais je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas contre votre idée, c'est votre idée, mais pensez de l'autre côté aussi pour au moins équilibrer les idées ou bien les opinions. Juste pour finir, je crois que cette rencontre, pour moi, c'est précipité ou bien il y a une pression quelconque, mais il n'y aura pas de bons résultats après cette réunion. C'est juste politique, c'est symbolique, mais il n'y a rien qui va sortir de bonnes choses. Parce que vous connaissez bien qu'il
il y avait un cessez-le-feu. Je ne sais pas qui a demandé, peut-être c'est les États-Unis ou bien c'est la RDC, mais tout le monde sait bien que la RDC a réuni toutes ses troupes pour aller violer le cessez-le-feu avant cette rencontre. Ce qui se passe à Lubero, vous connaissez bien que ça fait presque 13 jours que les combats se sont intensifiés parce que la RDC veut absolument récupérer les zones à Lubero qui sont aujourd'hui occupées par le M23, alors qu'ils connaissent bien que c'est un peu différent, c'est un peu difficile. Alors, comment, si vous voulez vraiment que cette rencontre soit une solution, normalement, vous deviez normalement laisser cette rencontre, que ça se fasse pendant le cessez-le-feu, pendant que le climat s'est un peu apaisé, pour permettre que les deux chefs puissent discuter dans un climat un peu bien et que ça puisse vraiment donner des résultats un peu positifs. Voilà, je crois que euh, c'est important pour les deux pays à ne pas créer les problèmes alors que nous avons déjà des problèmes. Il faut que chacun puisse, que ce soit même s'efforcer pour chercher la paix, n'est-ce pas? Et je chute par là et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Massissi. Est-ce que Société peut prendre la parole? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, tout droit vers Luanda. À notre niveau, au niveau de la société civile ici à Kinshasa, on peut espérer un lueur d'espoir pour Luanda. Nous sommes pas optimistes, mais aussi pas négatistes. Donc, il faut comprendre que d'un côté, s'il y a accord à Luanda, on espère que les accords seront partiellement appliqués. D'un côté, pourquoi? Parce que ce sont les problèmes qui ont été traités à Luanda ont presque une connotation d'un conflit entre deux États, mais qui n'aborde pas les conflits ou les problèmes internes. Alors, si il y a un accord à Kinshasa, vous vous rappelez que si bien que le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier, fait de la fête à Luanda, mais ça ne lui empêche de faire des déclarations qui vont à l'encontre de ce qui se parle à Luanda. C'est déjà un problème. Alors, si on doit conclure un accord à Luanda pour neutraliser, c'est le vœu de Kigali, neutraliser le FDLR, je pense que ce n'est pas un problème pour Kinshasa. Kinshasa, c'est un État, bien sûr. Il a des amis, il y a des organisations internationales qui peuvent se mettre sur la table et résoudre s'il y a 200, 300 FDLR, les ramener au Rwanda. Mais par contre, pour Kigali, ce n'est pas seulement le FDLR. Pour Kigali, Rwanda, ce n'est pas seulement le FDLR. Il cache une vraie version de la problématique de la présence de ces troupes au Congo. C'est vrai, si on lui demandait de retirer ses troupes au Congo, l'autre version là qu'il avance, que M. Olivier Ndouri, quelque chose comme ça, avance, n'aura plus son sens. N'aura plus son sens parce que les M23 sans la présence de l'armée rwandaise, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour Kinshasa, ça sera des œufs d'or sur la table, mais pour Kigali, ça sera autre chose. Ça sera le grincement des dents. C'est pourquoi on n'espère pas beaucoup à Luanda.
au regard des derniers développements des événements avec les déclarations du ministre rwandais. Donc, on peut signer à Luanda un accord, mais ça ne va pas empêcher Kigali de continuer à soutenir les M23. Et soutenir les M23, c'est-à-dire garder ces dispositifs de défense au Congo, comme on le dit, pas c'est langage diplomatique, mais aux Nations Unies, on sait que c'est la présence des troupes rwandaises. Vous avez suivi les représentants des États-Unis aux Nations Unies, vous avez suivi le représentant, l'ambassadeur de la France aux États-Unis, aux Nations Unies. Tous ont dit que c'est la présence des forces rwandaises au Congo. Il faut que les Rwandais retirent ces forces. Donc, pour les Rwandais, c'est des mesures de défense, mais dans le langage diplomatique, c'est la présence des troupes rwandaises. Donc, Kinshasa, c'est vrai, ça sera les yeux d'or sur la table, comme je venais de le dire, s'il y a un accord entre la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Mais pour Kigali, ça restera encore un grincement dedans, parce qu'il n'aura pas vidé l'objet de sa présence, au Kivu sous la belle M23. C'est ça le problème. Donc, nous, on n'est pas suffisamment optimistes, comme quoi il y aura une solution définitive à Luanda. Et on espère que, on ne sait pas, on donne toute la chance, bien sûr, mais l'idée, c'est que Kigali soit clair, Kigali soit honnête, Kigali soit sincère. Nous, on préférerait que, c'est vrai que c'est une question qui n'intéresse pas Kinshasa. Si Kigali prétend que tous les problèmes internes à la RDC, Kigali peuvent s'ingérer dedans, ça ne passe pas. Kinshasa, même dans d'autres États, ça ne peut pas passer. L'ingérence, ça ne passe pas. C'est pourquoi on demande à Kigali de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du Congo. Donc, prétendre que Kigali peut défendre les communautés congolaises qui ont des problèmes propres au Congo, ça ne revient pas à Kigali de le faire. Donc, Kigali va se contenter juste de neutralisation de quelques 50 vieux de vieillards FDLR, on va lui ramener ça à Kigali. Hein? Mais au finish, la voie par laquelle il gagne des choses avec les minéraux de Rouvaïa et autres choses, il n'aura pas sécurisé cette voie là-bas. Donc, c'est un problème. Et même, on ne sait pas l'avenir du M23 comme rébellion, mais qui n'existe pas. C'est les analyses de terrain. C'est l'armée rwandaise qui est sur place, qui occupe tous les fronts. Parce que Corneille Nangaa, comme vous le savez, il n'a pas d'armée. Bertrand Bisimwa, il n'a pas d'armée. Là, il n'a pas de ressources pour se payer des missiles solaires. Tout vient de Kigali, d'un pays. Donc, vous allez comprendre que pour nous, la société civile, oui, Luanda, ou peut-être qu'il y aura une signature et Kinshasa va se frotter les mains, mais Kigali, il y aura grincement dedans. Voilà. Merci beaucoup. Merci, société civile. Est-ce que Etem peut prendre la parole? Etem, tu nous attends? C'est peut-être son micro. S'il peut vérifier son micro. Oui, son micro est silencieux. Etem? Mais je Etem peux ne poser une répond pas. question à la société civile et à Delphin, parce que je dois répondre à ça. Pardon? Attends d'abord qu'on reçoit Etem. En fait, s'il n'est pas disponible, on peut passer à Golo. Je crois que Golo est passé. Golo, tu nous attends? Oui, je vous attends. Ok. Je remercie pour l'espace, le rien d'échanger. Pour ce qui concerne le titre, de ma part, j'ai l'espoir qu'on rencontre des deux chefs d'État. Il peut résoudre des problèmes diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Mais, de mon avis, la stabilité de la région du Grand Lac, je pense que peut-être partiellement ou bien un côté, parce que l'instabilité de la région du Grand Lac ne concerne pas seulement le problème du Rwanda et du Congo. En bref,
je vois que surtout on veut se focaliser au problème du M23. Les hostilités entre le M23 et la FARDC, ça commence en 2021 et je pense que la région n'était pas stable. De mon avis, je suis congolais, je pense qu'on a des problèmes majeurs. Premièrement, ce qui est interne et externe. De ma part, je pense que le problème majeur est lié au que chez nous au Congo, cette invasion de groupes armés venant du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda. De toutes les nations, de tous les États du monde, ils ont le principe de sécurité qui n'est pas si isolé du Grand Lac. Pour le moment, on pourrait chanter qu'on est le Congo et le Burundi, ils sont en bonne relation diplomatique avec des coopérations bilatérales militaires, mais est-ce qu'on peut s'imaginer que cela sera daté de combien de temps? On sait que les FNR de Zaba-Mpema, ça date de longtemps en RDC, même je ne sais pas exactement combien de temps, mais c'est plus de 10 ans. On sait qu'il y a des Ougandais, comme le principe de tous les États du monde. Est-ce que réellement, le jour où on va rompre peut-être la coopération bilatérale entre le Burundi, le Rwanda et le Congo, est-ce qu'on peut penser que le gouvernement du Burundi serait, ils vont dormir calmement, ils vont laisser le rebelle burundais, les FNL, le raid de Tabara au Sud Kivu? Est-ce qu'on peut espérer à ça? De ma part, je pense que même pour les pays qu'on pense qu'ils ont en bonne relation, c'est temporaire. Même on sait bien que même avec le Rwanda et le Congo, où il y avait des missions bilatérales, Aman Leo, Kimiade, mais le jour où on a rompu, aujourd'hui on pense que peut-être la RDC, l'Ouganda, ils sont dans des voies diplomatiques aisées avec des coopérations bilatérales pour chasser les ADF. Mais est-ce que le jour où on va rompre les coopérations bilatérales, est-ce que les Ougandais seront calmes? Je pense que comme tout État du monde, même les États évolués, on a vu quand les États-Unis, après les attentats du 11 septembre, ils ont attaqué Afghanistan. Je ne pense pas que nos États voisins vont dormir calmement en voyant des groupes rebelles bien nourris chez nous. Comme Delphi avait dit l'exemple d'un voisin, est-ce que réellement, si mon voisin, je vois qu'il a un bandit ou un criminel qui peut entrer et tuer mes enfants, est-ce que réellement je serais un peu de laisser le voisin dans l'autre maison du voisin? De ma part, je pense que le question du Congo, premièrement, de ce qui concerne la région du Grand Lac, il faut qu'il soit bien honorer la paix, il faut stabiliser, il faut chasser les groupes rebelles. S'ils veulent libérer leur pays, il faut qu'ils fassent la rébellion chez eux. Ils ont des forêts, ils ont de quoi. Tout le temps qu'on aura les bastions des groupes rebelles du Grand Lac, tôt ou tard, on aura des difficultés avec nos voisins. En deuxième place, la question de la RDC aussi, c'est pas seulement le groupe, les pays voisins. On sait par exemple au Sud Kivu. Au Sud Kivu, je pense que depuis 2003, il n'y a pas un groupe rebelle qu'on dit qu'il est soutenu par exemple par le Rwanda. Mais il y a des centaines, on sait que les accords de Nairobi, il y a des centaines de groupes armés. Et ces groupes armés, des centaines, ils sont hostiles contre des groupes tribaux. Beaucoup d'entre eux au Sud Kivu, ils sont hostiles contre le Banyamulenge et les Tutsis. Et ce sont des questions vraiment qu'on pourrait penser qu'il est hors de la région du Grand Lac. De ma part, sans trop y tarder, je pense que le remède de la RDC, on pourrait faire, si des coopérations bilatérales auraient permis d'exterminer les groupes étrangers, je peux saluer le processus.
Le question le plus important chez nous, je pense que le Congo, la RDC, le Kinshasa devraient évacuer, exterminer tous les groupes locaux. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'ils ont adhéré le Ouazalendo avec leurs idéologies extrémistes. Cela, tôt ou tard, va déclencher toujours des problèmes. Merci, je vous remercie. Merci, Golo. Est-ce que Etem nous écoute? Etem a fermé son micro. Alors, les suivants, c'est James et puis Mwanamboka, et puis on va finir parce que c'est presque plus d'une heure qu'on est déjà là. Non, non, non. Moi, je vais poser mes questions à Delphin avant de finir. OK. Après Mwanamboka et James. James d'abord, et puis Mwanamboka. Merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, merci. Avant d'arriver sur le titre, j'aimerais un peu parler concernant ce monsieur. J'espère qu'il a descendu, ce monsieur société. Il y a ceux qui viennent de parler en disant que Colonel Nanga et Bertrand Bisimwa ne possèdent pas de militaires. C'est alors oui, leurs frères, c'est alors oui, Makenga et les autres ne sont pas des Congolais. Voilà, c'est ça le problème qui pousse les gens de prendre des armes et battre. En arrivant sur le titre, à mon avis, les rencontres entre président du Rwanda et président de la RDC, je ne vois pas de fruits dans ces rencontres. Parce que si vous voyez, comme hier, j'espère que c'est hier ou avant-hier, dans la parole du président Tshisekedi, il a dit qu'il y a des Rwandais qui quittent le Rwanda pour en RDC, pour s'emprunter en RDC. Pour quitter le Rwanda, aller prendre des sorts de Congolais qui sont été déplacés et le Rwanda prend leur sort. Vous voyez que ce alors est très dangereux. Comment un président qui parle comme ça, comment il veut la paix durable? À mon avis, ce président-là, il ne veut pas la paix durable, même s'il veut l'encontre. Et tous les problèmes, ou bien ces rencontres entre les deux présidents, ça n'a rien à voir avec le problème d'un 23. Ce que les 23 sont en train de revendiquer, c'est les droits des Congolais. Tous les Congolais en général, et spécialement les Congolais qui sont discriminés, vous le savez. Vous avez vu un ministre de la Justice qui a dit qu'il faut qu'on va tuer les Rwandais. Est-ce que pensez-vous que les Rwandais vont closer leur blanc et va aussi prendre ces paroles à légère? Non. Quand les leaders de la RDC veulent que le problème soit résolu paisiblement, il faut éviter tous les paroles qui allument le feu. C'est ça le problème que les leaders de la RDC possèdent. Quand un ministre parle qu'on va tuer les Rwandais, et quand ils disent qu'on va tuer les Rwandais, selon lui, il pointe les doigts directement aux Tutsis congolais. Parce que les Rwandais n'habitent pas au Congo. Les Rwandais sont au Rwanda. Et les Rwandais
ne sont pas dans les prisons de Makala et les prisons là-bas à Goma. Selon eux, quand il dit les Rwandais, directement, il pointe des doigts aux Tutsis congolais. C'est ça la réalité. Et selon moi, je pense comment, quand les M23 les revendiquent leurs droits en disant que nous avons des réfugiés qui sont en exil, ça fait 30 ans, comment un groupe armé peut se rappeler à une nation qui a des réfugiés, qu'on puisse les rapatrier. Ça peut être la responsabilité du Congo pour rapatrier les réfugiés. Selon moi, je ne vois pas de fruits dans les rencontres des deux présidents. Merci pour la parole. Prosper? Oui, Comme si- oui, oui, merci. Voilà. Je pense qu'il reste Mwanamboka et puis si Maïcha aussi va poser sa question à Delphée. Voilà, on va clôturer dans 8 minutes. J'aurais aussi une question que je voulais poser à la société civile, si vous le permettez. Merci. Malheureusement, il n'est plus là. Société civile, je ne l'ai plus. Non, il est là. Ok, voilà. Mwanamboka et puis Maïcha, et puis on va clôturer. Bien Merci sûr, beaucoup puis Delphée aura les commentaires aussi pour en finir avec l'espace. Oui. Ouais, merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'ai quand même une autre conception de ces conflits. C'est vrai que le conflit, malheureusement, c'est ce que je pense. Les conflits intercommunautaires, c'est quelque chose qui a existé, qui existe et qui existera. Mais par contre, le conflit armé, c'est là où il y a le problème. C'est quelque chose qui dépend beaucoup plus de politique, mais aussi un contexte international, parce que l'Est du Congo a connu des périodes où il y a eu des conflits, il y a une période où il n'y a pas eu de conflits. Donc moi, je pense que le contexte international actuel, avec notre administration américaine qui va arriver, pourrait en fait pousser les choses à ce que les armes se taisent. Il faut vraiment faire une différence entre le conflit armé, en fait, la possibilité à ce que les gens se confrontent, et les problèmes latents. Parce que les problèmes latents dans chaque pays, il y en aura toujours. Que ce soit l'Est, l'Ouest, que ce soit au Rwanda, les Kikuyu qu'on sort au Kenya, il y en aura toujours. Mais comment on arrive à exploiter ces conflits, qui malheureusement c'est déplorable, pour en faire un conflit armé qui peut conduire deux pays à s'affronter. Et je pense que si on arrive vraiment à utiliser la rencontre entre M. Tshisekedi et M. Kagame, parce que c'est les deux qui ont quand même assez de pouvoir, ils peuvent, nous on est des peuples, ils peuvent juste, les deux présidents dire qu'écoute, on arrête, et aujourd'hui on ne sera même pas en train de parler de tout ça, quoi. Et surtout avec le contexte international, moi je pense qu'on va quand même y arriver. Et peut-être on se rend pas compte, mais le fait déjà qu'il y a une feuille de route qui a été mise en place, c'est une première. La RDC de son côté a accepté, le Rwanda a accepté aussi au niveau de dispositifs défensifs. Il y a quand même une avancée qui est faite. Et dernièrement, vous avez vu que le président américain était venu aussi. Donc moi, je pense que le contexte international joue beaucoup par rapport à l'avenir de ce conflit. Et franchement, pour la première fois, moi, je reste positif. Je pense que d'ici là, les choses vont se régler. Maintenant, là où ça bloque un tout petit peu, c'est aussi du côté congolais, aussi du côté rwandais. Pourquoi du côté congolais? Parce que le Congo, en fait, ce que veut le M23, au-delà de tout ce qu'on peut dire comme cause de conflit, c'est un dialogue direct. Ça veut dire que si aujourd'hui on accepte un dialogue direct, c'est-à-dire on dépose les armes, du côté congolais on refuse, et du côté rwandais, même si on parle de mesures défensives, on ne veut pas reconnaître, alors que les rapports sont là, qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. Ça c'est un fait, c'est même pas à chercher, il n'y a pas de trou. Il y en a, donc
c'est peut-être deux choses qui bloquent, mais comme je l'ai dit, le contexte international et international peut pousser quand même à arriver à mettre un terme à ces conflits. Donc, c'est ce que je voulais dire en tout cas. Ok, merci beaucoup, Mwanamboka. Voilà, est-ce que Maïcha peut poser la question à société civile et à DRF, comme ça on va clôturer? Est-ce que Oui, société civile peut monter pour pouvoir répondre à Maïcha Patrick? Maïcha? Et remonté déjà. Ok, voilà, c'est bien. Vas-y, euh, vas-y, Maïcha. oui, en fait, j'ai attendu ce Brièvement, que... brièvement, s'il te plaît, brièvement. Ok, Merci. oui, j'ai attendu ce que Cher Delphin a dit, de dire que c'est parce que le Congo a des problèmes ou des faiblesses que notre pays peut le profiter, mais non. Bon, c'est parce que si ce que j'ai dit, c'est défendre le Rwanda, mais quand on voit comment les politiciens congolais veulent même justifier l'échec de la gratuité en disant que c'est le Rwanda, l'agression rwandaise, même le problème climatique, les détournements, c'est pas le Rwanda. Au contraire, euh, c'est la question d'ailleurs que je pose. Comment dire que le Rwanda profite des faiblesses du Congo, alors que moi, j'ai cité les faiblesses spécifiquement sécuritaires. Les faiblesses sécuritaires au niveau du Kivu, où il y a des faiblesses, mais des faiblesses qui sont amplifiées par l'État congolais. Comment est-ce qu'on pourrait garantir le Rwanda la paix lorsque ces faiblesses sécuritaires sont transformées à un problème de déstabilisation du Rwanda? Et je prends ici un exemple typique. Combien de fois le gouvernement congolais a nié à armer les FDLR? Plusieurs fois. Mais à la fin, on a senti que le gouvernement congolais a rendu un communiqué de demander à ses propres militaires engagés dans les opérations de ne pas continuer à collaborer avec les FDLR. Et en fait de compte, ils ont demandé encore de renouer les relations avec les forces armées qui sont composées des FDLR. Comment expliquez-vous qu'un État qui nie et qui veut faire ses faiblesses un problème contre un autre pays et vous dites qu'un autre pays qui se sent menacé par ses faiblesses, transformé en des problèmes, ne puisse pas prendre des mesures défensives? Et aussi, ce que je vais préciser à Delphin, non, il ne faut pas dire que les Tutsis congolais ne parlent pas de leurs problèmes. Ils parlent de leurs problèmes vis-à-vis de l'État congolais. Mais est-ce que les Tutsis congolais sont entendus par l'État congolais? Et est-ce que le Rwanda n'a pas la responsabilité de dénoncer la persécution des Tutsis congolais? Je ne vais pas aborder la question du droit international. La défense et la promotion des droits humains n'appartient pas seulement à un État. Tout État peut dénoncer la violation des droits de l'homme. Pourquoi l'Union européenne dénonce les violations des droits de l'homme au Congo? Pourquoi les USA? Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi la France? Pourquoi la Belgique? Est-ce que ces pays aussi se constituent à des défenseurs des Tutsis lorsqu'ils dénoncent les discours de haine qui visent les Tutsis congolais? Mais non, ce n'est pas, ce n'est pas parce que on a peut-être des divergences sur ces opinions, mais tout le monde qui a la bonne foi, qui a la volonté de voir une humanité ou la dignité humaine de chaque être humain respectée, a cette responsabilité morale de dénoncer les violations des droits de l'homme contre des humains. Ce n'est pas veut dire que si le Rwanda dénonce la persécution des Tutsis au Congo, qu'il se constitue un porte-parole des Tutsis. D'après tout, les problèmes des Tutsis au Congo affectent le Rwanda. C'est un fait lié. Lorsque le Rwanda, quand le Rwanda a plus de 100 000 réfugiés, que le gouvernement congolais nie et mène des campagnes de négation de leur existence, le Rwanda a la responsabilité de dénoncer cette persécution. Parce qu'aucun État ou aucune organisation internationale
ne peut pas encourager une politique d'apatridie qui émane d'un État. Et nous tous nous devons être d'accord. Sinon, Delphin pourrait demander à la Belgique, la France, la Grande-Bretagne de cesser de dénoncer les discours de haine contre les Tutsis, parce que ces pays, pour peut-être Delphin, sont aussi des porte-parole des Tutsis au Congo. Les Tutsis congolais se prononcent. Moi, j'ai lu les communiqués des ISO combien de fois. Et même le président de la République a reçu les membres de la communauté Tutsi. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Que pensez-vous de ces 100 000 réfugiés Tutsis qui sont au Rwanda et qu'on nie qu'ils n'existaient pas? Où est-ce que le Rwanda va les mettre? C'est aussi la question principale. Donc, on ne doit pas quand même rester en train de chercher des motifs pour seulement blâmer. On doit étudier une question en profondeur et trouver une solution appropriée à la question qui est de voir uniquement d'un seul côté. Tu as fini? Merci. Hein. Oh, pardon. Ah oui, vas-y, Delphin. En fait, à faute de temps, je crois qu'il est peut-être important que Maïcha comprenne ce que je suis en train de dire. Je n'ai nullement pas dit que les Tutsis congolais, Banyamulenge, ne sont pas sur le front de défendre les droits, non. J'ai simplement dit qu'à mon avis, je crois qu'il est important que cette question ne soit pas laissée au Rwanda. Croyant que le Rwanda veut résoudre inévitablement ou uniquement la question de ces communautés discriminées. Et tu le sais bien avec moi que je suis de ceux-là qui dit que ce n'est pas seulement la discrimination, et d'ailleurs c'est de là que je diverge largement avec des officiels rwandais qui avancent la question de discours de haine, alors que des citoyens de ces communautés sont en train de périr. Tu le sais bien, Maïcha, que je suis de ceux-là qui dit que ces communautés sont en train d'être exterminées. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je te fais des petits exemples pour te dire pourquoi je reste sur cette position. Peut-être on pourra en discuter. C'est, il y a des Congolais Banyamulenge que je connais qui sont à Kinshasa, ils sont encore en vie. Pendant la période où il y avait des destructions intenses d'aller au plateau, ils ont pris l'initiative d'aller contacter plusieurs ambassades de la région à Kinshasa. Quand ils arrivent chez M. Karega, je crois s'il pourra peut-être me suivre dans cette espèce ou quelqu'un pourra lui passer ce message. C'est ce qu'a répondu M. Karega. Il a dit, s'il te plaît, nous sommes en bonne relation avec Kinshasa. Ça, c'est une question qui doit être résolue par votre pays. Ça, c'est un. De deux. Je vais te rappeler, M. Maïcha, qui était avec moi. On en a discuté longuement par téléphone. Quand il y avait une destruction sans précédent dans les hauts plateaux, je suis en train de situer le site Kivu. Tu ne pourras jamais me trouver un communiqué à Kigali qui a condamné ces atrocités. J'ai dit entre 2017 et fin 2021. Plutôt ce qu'on nous a raconté et qui se trouve dans les médias et des fois qui a été manipulé, je l'ai dit. À Kigali, on parlait de la question des P5 et de Kayumba Nyamwasa. Je suis sûr qu'il y a un groupe de ces P5, mais ce n'est pas les P5 qui a fait qu'on attaque des Banyamulenge, qu'on détruise tout chez les Banyamulenge. Alors, du coup, quand les relations entre Tshisekedi et Kagame se détériorent,
On les voit sur les fronts, en train de dire, oh, quand je dis les fronts, je suis en train de dire les fronts des médias ou des médias sociaux, en train de nous dire, oh des Tutsis et des Congolais, des Banyamulenge sont discriminés au Congo. Moi, je dis, ça ne doit pas marcher de cette façon. Est-ce qu'on doit attendre qu'un pays, s'il n'est pas en relation avec notre pays, il vienne me défendre, et s'il est en bonne relation avec mon pays, donc ça ne les concerne pas. En fait, je pense, c'est un point de vue personnel, je n'engage personne ici, mais voilà ce qui me pousse à croire qu'il est important que des pays, dans les soucis de préserver la stabilité de la région, de préserver les droits humains, n'importe quel pays, n'importe quel officiel, n'importe quel individu, n'importe quelle organisation peut se prononcer sur une question quelconque partout dans le monde. Je suis totalement d'accord. Mais je reste moins convaincu d'attendre qu'un pays se prononce quand il a des problèmes avec un autre pays. C'était ça mon point de vue. En fait, je pense encore une fois, c'est peut-être faire allusion à ce qu'avait dit Massissi. Comment pouvons-nous imaginer que, mais aussi je crois que ça doit être rigolo peut-être, hein? Quelqu'un qui a dit chez un voisin, il y a un criminel qui peut-être pourra attaquer ma maison, est-ce que je dois rester un peu? En fait, dans un genre de grand là qui... bien sûr que c'est à des degrés différents, mais des pays s'accusent mutuellement. Vous allez trouver les Burundais en train d'accuser les Rwandais. Et à raison. Je dis bien à raison. Et vous trouvez le Rwanda en train d'accuser le Burundi. À raison. Vous trouvez le Congo en train d'accuser le Rwanda. À raison. Vous trouvez le Rwanda en train d'accuser le Congo. À raison. Alors, où se trouvent ces criminels? Chez qui? Est-ce que ceci est en train de signifier que je ne reconnais plus qu'il y a des problèmes internes au Congo, des milliers de groupes armés? Je l'avais déjà évoqué, mais je crois des États, en sens responsable. Je comprends des États ne visent que peut-être leurs intérêts, mais en sens responsable et pour l'intérêt général de la stabilité de la région, ils doivent coopérer et s'entraider mutuellement dans le souci de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent affecter un pays ou l'autre. En fait, j'allais simplement finir par dire ce petit mot. Il faut être optimiste, c'est très intéressant. Peut-être le contexte international a changé, c'est probable aussi. Ceci peut avoir d'influence sur les décisions d'État et les décisions même des chefs d'État. Mais au même moment, il y a encore des problèmes. En fait, cette espèce, et pour finir, je disais qu'il y a des problèmes entre le Rwanda et le Burundi. Est-ce que ces problèmes vont être simplement résolus parce que, j'allais dire, résolus parce que le président Tshisekedi et le président Kagame se sont rencontrés? J'en doute. Est-ce que la présence du président Biden en Angola pourra faire simplement que peut-être des tensions latentes entre Kampala et Kigali vont se calmer, je ne sais même pas. Mais comment est-ce que ces questions internes, en fait, c'est ce qui à un certain moment, ça me gêne. Des questions internes du Congo et lesquelles ces pays avaient maintes fois soulevé, comment est-ce qu'elles seront résolues? Personne ne nous a encore pas dit comment est-ce que le processus de Nairobi va reprendre. En fait, c'est autour de toutes ces questions que je crois qu'il est important que pour quelqu'un qui a des soucis de la stabilité de la région des Grands Lacs, doit toujours considérer qu'il y a certaines poches où il est difficile de comprendre ce qui se passe et quel sera l'avenir de toutes ces questions
ou quelles sont les voies qui sont mises en place pour les résoudre. Enfin, merci pour vos interventions toutes et tous. À la prochaine. Merci. Prosper. Merci Delphin, merci à tous. À la prochaine fois. Voilà, bye bye. Bye.